Pays de la Blanquette, on fait la fête depuis le XIVe siècle au moment du carnaval. C'est même le plus long carnaval de France. Il commence début janvier et s'achève juste avant Pâques. Limoux est arrivé au bout de son carnaval, avec 10 semaines de fêtes et autant de dimanches endiablés. Après les meuniers, les haïssables ou les entorchères, la bande des Aragous offrait la dernière sortie. On a encore agité devant la musique les carabènes, ces longs roseaux dont on chatouille le spectateur. Une dernière fois, on a refait l'épuisant marathon autour de la petite place de la République, avec arrêt obligatoire dans tous les cafés. Dans chaque arrière-salle, les masques se relèvent en secret et chacun peut refaire le plein. Il n'y a pas que le confetti qui coule à flot. On a toujours dit qu'on ne pouvait pas faire le carnaval sans pastis. C'est vrai que ça aide, mais enfin, quand même, il ne faut pas exagérer. On peut faire le carnaval sans pastis. Avec de la blanquette, c'est suffisant. Évidemment, la dernière sortie de carnaval coïncide avec la nuit de la Blanquette. Et à Limoux, il faut choisir, boire ou manger du confetti. Heureusement, la rue, les enfants et la musique redonnent aux masques la force de reprendre le cortège. Jusqu'à la prochaine halte, où quelques femmes sont admises. Comme le soir, ils ne peuvent pas s'attacher les collerettes, ils ont un petit peu tuqué. Alors, ils apprécient que les femmes soient là pour leur accrocher, pour mettre une épingle double à l'élastique qui a craqué et tout ça. Voilà. En fait, ici, c'est d'abord la fête qu'on consomme sans modération. Et l'ambiance va crescendo jusqu'au jugement. Et il est certain que le dernier jour, il y a une multitude de goodies, les goodies étant les gouailleurs, les gens qui intriguent, les gens qui se moquent. Eh bien, ce jour-là, ces gens profitent de ce dernier moment pour vraiment se masquer et participer à fond à la fête. Et même après le bûcher, dans ce canton, on a la certitude que Carnaval est renouvelable tous les ans. On va rester dans un pays de vignobles, mais dans une autre région, une région au pied des Pyrénées où on attend presque le début de l'hiver pour récolter le raisin. C'est le Jurançon. Les vendanges tardives donnent, dit-on là-bas, le meilleur vin de Noël. Sur les marches des Pyrénées occidentales, les derniers vendangeurs de l'année font encore cliqueter leurs sécateurs, ici, au domaine Coipé. Plus de feuilles dans les vignes car l'automne a déjà fait son travail et mis à nu les grappes du plus noble cépage de Jurançon. Cette grappe, c'est du petit Mancinq, c'est le cépage que j'appellerais noble du Jurançon. Et si cette grappe est si dorée, c'est le soleil qui l'a fripée, c'est le gel qui l'a flétrie et c'est même le temps qui l'a gaufré. Un raisin qui se bonifie dans ce microclimat béarnais et qui peut même résister aux premières neiges. C'est arrivé en 57 notamment. Il avait neigé assez tôt dans la saison et les vendanges se filent plus tard. Les raisins ressemblaient à tout ça va du raisin. Ils ressemblaient plutôt à des nèfles mûres. Ça a un goût très fruité. Le goût du petit Mancinq, un peu à la Mirabelle. Au pressoir, le premier jus confirme déjà les qualités du raisin sur pied. Le mou flirte avec les 22 degrés et la concentration en sucre est digne des meilleures douceurs de notre enfance. Dans ce nectar de soleil, j'y retrouve la nèfle confite gelée que je goûtais quand j'étais gosse. On sent même le capou. Le capou, c'est un mot béarnais qui veut dire la pomme confite devant les braises du feu. Cet élixir va dormir dans le confort de barriques en chêne. Et dans 2 ans, comme une belle au bois dormant, il s'éveillera au palais des amateurs, vêtu d'une robe ambrée et parfumé de senteurs tropicales. Ah, c'est un vin astral, un vin sidéral, un vrai vin solaire. Un vin à la fois explosif et équilibré, ce qui est le signe des grands vins. Une concentration extrême. Et puis cet équilibre d'école entre la liqueur, la sucrosité et une vivacité, une fraîcheur qu'on ne retrouve dans aucune autre appellation. Vin de soleil, vin de Noël, vin de quintessence qu'auraient sûrement choisi comme présent 3 rois mages béarnais pour accompagner un foie gras mariné au petit Mansin et un pur brebis de la vallée d'Ossau. C'est bon.
Après ces images magnifiques, je vous propose maintenant de partir à Auvers-sur-Oise où Van Gogh a passé les 2 derniers mois de sa vie. On peut y visiter la célèbre auberge Ravoux où le peintre a logé. On peut aussi découvrir les paysages que l'artiste a peints juste avant de mourir. À Auvers-sur-Oise, berceau des impressionnistes, les plus grands y sont tous passés un jour, derrière Daubigny, Cézanne, Pissarro, Renoir. Mais à Auvers, on y vient surtout pour Van Gogh. Mes grands-tantes qui connaissaient le pays, tout ce qu'elles ont trouvé à me dire, c'est un jour dans le cimetière, ben là tu vois c'est la tombe d'un peintre qui s'est tué ici. Et c'est, je crois, à Auvers qu'il a été connu en dernier. Il était hollandais, il était artiste. Les artistes ici, on les voyait peindre dans les rues. Les Auversois, il ne les a pas rencontrés. Personne vraiment ne cherchait à savoir d'ailleurs. C'est sans doute pour cette raison que Mme Millon s'est mise à enquêter. Cet ancien professeur de lettres travaille à l'office de tourisme d'Auvers et pour répondre à la curiosité des visiteurs, elle a cherché à savoir ce qui s'était réellement passé du 20 mai 1890, date d'arrivée de Van Gogh à Auvers, au 29 juillet, jour de la mort du peintre. C'est sur les conseils de Théo, son frère, et de Pissarro que Van Gogh s'installe à Auvers. Il est recommandé auprès du docteur Gachet, un ami des artistes, mais qui apparemment ne sera d'aucun secours au mal-être du peintre. Van Gogh vient de passer à sa demande 1 année dans un asile de Saint-Rémy-de-Provence. Pendant les 2 mois qu'il passe à Auvers, il peint 70 toiles, mais il a des problèmes d'argent et il est fatigué. Pendant 1 semaine, en somme, il a vraiment été seul. Théo était en Hollande, avec sa famille. Le docteur, bon, ben, il s'était brouillé avec, il n'y allait plus. Il était strictement seul à l'auberge et ça finit par le coup de feu du 27 juillet. C'est ici, derrière le château d'Auvers, que le 27 juillet 1890, Van Gogh se blesse d'un coup de revolver dans la poitrine. Discrètement pourtant, il remonte dans sa chambre, mais ses souffrances alerteront l'aubergiste, le docteur Gachet, puis son frère. Ils ne peuvent rien faire. Van Gogh s'éteint dans la nuit du 29 juillet, à l'âge de 37 ans. La chambre de Van Gogh, on peut la voir aujourd'hui après les 6 ans de restauration de l'auberge. Une restauration à l'identique au temps où monsieur et madame Ravoux tenaient l'établissement. Un commerce de vin, café et chambres meublées devant la mairie d'Auvers. Cette maison de Van Gogh a pu renaître grâce à la passion d'un homme, Dominique Jansens, qui, chose curieuse, est victime un jour de 1985 d'un accident de voiture à quelques mètres du café. Pendant ma rééducation, j'ai lu la correspondance de Vincent Matteo. Et une des premières phrases que j'ai lues, c'est Vincent qui écrit à son frère « Auvers, c'est gravement beau ». Et en français, on dit « c'est fort beau, très beau », et en flamand, on dit « ernstement ». Et quand on traduit, c'est gravement beau. Dans cette auberge qui se veut être un lieu de mémoire vivante, on pourra manger et boire comme avant, préfigurant peut-être ainsi le vœu de Van Gogh, un café où ses toiles seront un jour exposées. Je pense que les gens qui viennent ici, je crois que c'est un lieu de pèlerinage une fois de plus. Ils viennent avec leurs émotions, leur histoire, leur Van Gogh, ils viennent meubler la chambre. Un autre paysage qui aurait peut-être pu inspirer Van Gogh, c'est la baie de Somme dans laquelle se trouve le parc du Marcanterre. L'espace, la nature, la mer et surtout des milliers et des milliers d'oiseaux. Le parc du Marcanterre, un massif dunaire de 170 hectares au nord de la baie de Somme, est devenu avec ses huttes et ses parcours aménagés un lieu privilégié pour l'observation des oiseaux. Près de 300 espèces ont trouvé ici un lieu tranquille pour s'y reproduire, un refuge au moment de la marée haute ou encore une étape en période de grande migration. C'est une destinée peu ordinaire qu'a connue cette ancienne zone marécageuse qui fut successivement une réserve de chasse au début du siècle, puis une zone maraîchère, avant d'être en 1973 parc ornithologique.
Depuis 7 ans, le Conservatoire du littoral préside aux destinées du Marcanterre, qui a reçu l'an dernier 110 000 visiteurs. Le public est venu nombreux, mais les oiseaux viennent vraiment de plus en plus nombreux. Et cet hiver, par exemple, nous venons de passer un hiver fantastique. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'ouvrir le parc, même pendant les week-ends en hiver, pour permettre aux visiteurs d'apprécier ces spectacles. Spectacle inédit, en effet, que nous offre à la cime de ces pins cette nidification de hérons cendrés. Un couple était venu s'installer il y a 10 ans. La colonie compte aujourd'hui 67 spécimens. Pour la tranquillité des échassiers, cette vision rapprochée n'est pour l'instant réservée qu'aux ornithologues confirmés et photographes animaliers. Ceci grâce à un système d'approche camouflée et d'une tour de 18 mètres installée cet hiver. Pour autant, le parc ne perd pas de vue un objectif pédagogique, grand public, surtout envers les plus jeunes. 40 000 enfants ont ainsi été accueillis l'an dernier en sortie journalière ou en classe de nature. De grandes volières sont à leur disposition pour observer des espèces qui avaient abandonné le littoral picard et qui reviennent s'y nicher. Nous voyons par exemple, les aigrettes se sont installées, attirées par nos aigrettes captives, les spatules qui nichent aux Pays-Bas et qui passent en migration tant au printemps qu'à l'automne, séjournent de plus en plus longtemps en Marcanterre, certainement attirées par nos spatules captives, mais je crois que ce n'est qu'un bien, parce que lorsqu'elles sont en Marcanterre, elles sont très bien. À l'image de cette parade de cigognes, le parc du Marcanterre est devenu un paradis des oiseaux, un paradis que le visiteur appréciera davantage cette année avec l'installation de nouveaux postes d'observation, afin qu'il puisse toujours, sans déranger ce petit monde, éprouver la même sérénité. Après les oiseaux, des poissons avec le retour des saumons sauvages dans la Dordogne. Depuis un siècle, ils avaient presque disparu, mais des hommes passionnés se battent pour repeupler la rivière. En survolant ces paysages superbes du Périgord noir, deux mots viennent à l'esprit, truffes et foie gras. Mais oublions un instant ces évidences pour découvrir un projet quasi inconnu, même des Périgourdins, le repeuplement des grands saumons sauvages dans la Dordogne. Ceux-ci ont disparu de cette rivière depuis la révolution industrielle qui a dressé des barrages EDF empêchant aux saumons du Groenland d'accéder à leur lieu de reproduction. Les vieux pêcheurs se souviennent. Dites-moi, si vous attrapez un saumon sauvage, qu'est-ce que vous en faites? Eh bien, est-ce que vous avez le droit de le manger? On n'a pas le droit de le manger, on n'a même pas le droit d'en prendre dans cette rivière pour l'instant, parce qu'il y en a très peu. Alors vous braconnez? Oh, bien. C'est entre nous, quoi. Entre nous, oui. Ouais. On pêche la ligne en messie, puis il y en a quelques-uns qui en prennent de beaux, et qui les gardent, mais ça ne se dit pas. Ouais. Alors que le saumon est présent dans la Dordogne depuis la préhistoire, il disparaît vers 1916. Vers 1978, conscient du problème, l'État engage un plan de restauration. Aujourd'hui, des bassins uniques en France ont été créés à Vitrac, en plein Périgord, pour accueillir des saumons géniteurs. Ils permettent la production d'œufs sauvages d'origine française. C'est une véritable clinique à saumon que nous découvrons au pays du foie gras. Frédéric Erhardt et Patrick Chèvre, techniciens hydrobiologistes, ont consacré toute leur vie au saumon sauvage. C'est dans ces bassins au cœur du Périgord qu'ils isolent les femelles pleines des grands mâles géniteurs. Tels des patients, avant une opération chirurgicale importante, les grands poissons vont être endormis à l'aide d'anesthésiants mélangés à l'eau du bassin. Ok, vas-y. Il fait 4 kg, c'est 80, longueur totale 80. Peser, mesurer, identifier grâce à une puce électronique glissée sous les écailles du saumon, chaque Alors, bête F040, ici représente une valeur FB. d'environ 10 000 francs Ça, pièce. c'est dans le conditionné de la Loire. Hein. La ponte commence. Je contracte un petit peu. La catagramcine. Hein.
Calmos, calmos, calmos. On est en train de faire sortir les œufs. Vous voyez la couleur vraiment rosée. Hein. Cette femelle est partie au Rhineland. Elle est revenue et on l'a piégée en Basse Dordogne pour la ramener ici à Vitrac et la faire pondre. Donc on peut estimer qu'une femelle comme ça n'a vraiment pas de prix. Hein. Un œuf se monnaie aux environs 9 francs. Donc là, à la fin de la ponte, on aura environ 8000 œufs, soit à peu près déjà dans la cuvette 8000 francs. Quoi. À l'époque de l'homme des cavernes, dans la région, le saumon qui pullulait ici dans la Dordogne était une de ses bases alimentaires. Avant la Grande Guerre, la Dordogne était la rivière des saumons sauvages par excellence. On pêchait jusqu'à 12 tonnes de saumon par an sur 80 km de rivière. Là, c'est la semence du mâle qui va donc fertiliser les œufs. Voilà, tout à fait. On est en train de rajouter la semence sur les œufs et la reproduction elle-même se fera quand on aura ajouté un petit peu d'eau. Parce que la fécondation se fait en milieu aqueux, bien sûr. Génial. Allez, là, on se dit. Attention, au moment de la reproduction, la fertilisation, c'est maintenant. Donc là, les spermes, les gamètes recouvrent les œufs. Les gamètes vont pénétrer l'œuf, en fait. Hein. La plume d'oie, maniée délicatement, permettra la fertilisation. À l'ombre du château de La Roque, la pisciculture de Castel, en Périgord, élève dans ses bassins jusqu'à 25 000 saumoneaux. Les petits œufs oranges fertilisés sont devenus des tacons qui seront plus tard lâchés dans la Dordogne pour commencer alors un très long voyage de 8000 km vers les régions polaires. Seulement 1% d'entre eux reviendront en Dordogne vers leur lieu de naissance. Imaginez que cet animal-là fait 8000 km, c'est-à-dire 4000 km pour aller au Groenland, 4000 pour revenir, qui va faire appel à tous ses instincts de conservation pour remonter une rivière, elle est frayée le plus haut possible sur la rivière, dans des endroits en plein hiver, dans de l'eau à 5 degrés, et qu'il faut qu'il remonte la rivière. Et ce poisson-là est vraiment taillé pour faire ce voyage-là. Ce poisson-là, c'est un nageur, il a une nage puissante, il peut sauter des chutes de 3,50 m de haut. Enfin, c'est vraiment, pour moi, un des plus beaux poissons. Sur les barrages industriels, les hommes ont alors construit des escaliers à saumon pour que ceux-ci puissent franchir les différences de niveau, tel celui de Mozac. Ou bien encore ce très surprenant ascenseur à saumon au barrage de Tuilière qui permet aux saumons, ayant mémorisé l'odeur de leur rivière initiale, de franchir un dénivelé de 12 mètres. Une belle histoire d'amour entre le saumon sauvage et l'homme. Rappelons que l'EDF a consacré 30 millions de francs à ces travaux. Cela dit, le grand saumon sauvage, avant sa rencontre avec les barrages, devra passer entre les hameçons des 2000 pêcheurs licenciés de l'estuaire de la Garonne, mais ceci est une autre histoire. Autre histoire encore, une histoire gourmande, celle d'un plat de fête, un plat de Noël par excellence, le chapon de Bresse. Chaque année, en décembre, il y a une grande fête de la volaille à Bourg-en-Bresse. On y célèbre le roi des poulets. Un bébé roi qui grossit en liberté sous l'œil vigilant de Noël, qui en fait son chef-d'œuvre. Oui, c'est une passion. Vous savez, on ne les sort pas des tiroirs comme ça. Il faut s'en occuper tout le long de l'année. Il faut les garder 9 mois. Alors là, c'est très long et la finition demande beaucoup de travail et de main-d'œuvre. Main-d'œuvre minutieuse devenant moins efficace quand on veut trop en faire. Eh bien maintenant, qu'est-ce que vous voulez? On en fait toujours de plus et de plus. Alors je pense qu'on abîme la qualité. On ne peut pas soigner, bichonner sa volaille comme quand on en a très peu. Castré, âgé de 3 mois, l'athlète voit ses barbillons et sa crête ternir et se flétrir. Un coup de ciseau adroit, suivi d'un jet de cendre, lui refont une beauté. Alors, plus de crête, mais quelle compensation, la liberté dans le pré et la nourriture abondante préparée par Henri dans la grande marmite à cochon plus que centenaire. Car chez les Chevrolat, on a toujours fait de la volaille, c'est de famille. Des secrets transmis de mère en fille, le coup de main pour l'emporter dans les concours et faire des produits renommés dans toute la région. On vient de loin, on les peint, le fier coq gaulois aurait pu naître dans la Bresse.
Il y a eu un déclic fou, c'est quand je suis arrivée un jour chez Noël, et puis ça soufflait très fort, c'était un des premiers jours d'automne. Je voyais plus que les queues qui volaient au vent. Et j'ai eu cette ambiance et j'ai eu un coup de foudre. Une belle forme, plantureux, merveilleux, vivant, adulte, beau. Ça représenterait pour moi un homme, quelque chose qui est arrivé à maturité. Après 8 mois de soins attentifs avant la fin glorieuse dans la casserole, les héros achèvent d'engraisser dans l'obscurité des épinettes, ces cages de bois montées sur caillebotis. Et la finition spécifique au chapon de Bresse. Saigné, plumé soigneusement à la main, lavé et séché, le chapon est roulé, cousu serré dans une fine toile de lin afin de favoriser l'échange entre le gras et la viande. C'est là que Noël met le point final à son œuvre gourmande. Reste le savoir-faire du cordon bleu. Alors, il me faudra de l'oignon, de l'échalote et une petite carotte. Il faut toujours le cuisiner de la façon la plus simple. Un peu de queue de persil, Vincent. On a sorti le foie gras. Oui, chef. La truffe. Je lui ajoute un peu de parfum, pourquoi pas de truffe et de foie gras, ça existe. C'est les fêtes de fin d'année, il faut s'en servir. Mais je lui ajoute rien d'autre que son jus tout à fait naturel. Une recette simple, mais il y a des erreurs à ne pas commettre. Le poulet, on peut le mettre par exemple dans un four très chaud avec un petit peu de beurre pour le faire dorer du départ et ralentir ensuite. Cette chose-là, il ne faut pas la faire pour un chapon. Ce n'est pas un poulet à rôtir. Alors il faut le cuire en cocotte à couvert à feu doux. Le chapon de Bresse, il faut que ce soit un ensemble. Nous, on fait la terminaison, les autres, on fait le reste. La fermière qui l'a élevé y a mis aussi tout son amour, il n'y a pas de problème. Le chapon de Bresse, du cousu main. Après le roi du poulailler, le roi des savons, le savon de Marseille. Il n'y a pas si longtemps, les familles l'utilisaient encore aussi bien pour la lessive que pour la toilette. Eh bien, il se fabrique encore d'une manière artisanale dans l'une des dernières savonneries à Salon de Provence. Pierre Imbert aime entasser des souvenirs, de vieux objets qui ont une histoire, ou plutôt qui racontent une histoire, comme celle de sa ville par exemple, Salon de Provence. Voilà, c'est quelques-uns de mes savons que j'essaye de récupérer sur les puces, que les gens me portent, m'envoient. Tout ça, ce sont des savons de Marseille, marqués sur les 6 faces. Fer à cheval. Puis vous avez les savons de la guerre, de 1940, l'éventail et le Kabyle. Mais ce sont des savons qui ont servi? Ce sont des savons, non, ils sont neufs. Ah, ils sont encore bons, oui. Et pourquoi une collection de savons? C'est joli, c'est curieux. Les principes de fabrication du savon de Marseille reprennent en fait ceux inventés et améliorés successivement par les Grecs, les Gaulois et les Arabes. Une méthode empirique qui commence dans un chaudron où l'on chauffe, malaxe et purifie un mélange composé d'eau, de sel marin, de soude et d'huile végétale. L'huile, il y a les palmitiques, des fluides, des copras. C'est pour le savon blanc et pour le savon vert, c'est l'huile d'olive. Alors quel est le secret de fabrication? Ah, on va le dire. Chaque maître savonnier tient bien sûr à garder précieusement son savoir-faire. Elles ne sont plus que 4 entreprises dans la région marseillaise à perpétuer une méthode traditionnelle que Colbert avait codifiée au XVIIe siècle. Un procédé artisanal qui exige un certain temps. Après une semaine de cuisson, le savon peut enfin être coulé. La température de la pâte s'élève alors à 80 degrés. De longues gouttières la conduiront comme autrefois dans les mises. Ces bacs de refroidissement en ciment où elle pourra sécher et durcir en 48 heures. Cette couleur doit